Alors Napo, ça faisait longtemps que tu t'étais pas montré. T'as fait des progrès niveau portage? Non! Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur Anders Breivik, qui est un tueur de masse norvégien qui a été extrêmement médiatisé lors de ses attaques en 2011. C'est un tueur de masse qu'on peut classer dans deux catégories, à la fois un set and run killer et aussi un pseudo-commando. Et si jamais vous ne savez pas de quoi je vous parle, je vous invite vraiment à regarder les vidéos qui sont juste ici, que j'ai faites sur les tueurs de masse de manière assez générale. Donc c'est vraiment deux vidéos assez théoriques où je vous explique qui sont les tueurs de masse et quels sont les facteurs qui les amènent à devenir ce type d'assassin-là. Donc voilà, si jamais vous ne les avez pas vus, je vous invite vraiment à aller les voir parce que je vais pas revenir sur certaines choses que j'ai déjà dit dans ces vidéos-là. Là, on va vraiment se concentrer sur la vie même de Anders Breivik. Alors j'espère que vous êtes installés bien confortablement, que vous avez éteint vos lumières et si tout ça est bon, et bien écoutez, on peut y aller, c'est parti! Donc comme je vous le disais dans l'introduction, Anders Breivik c'est un tueur de masse qu'on peut un petit peu mettre dans deux catégories. Si vous vous rappelez bien, je vous avais expliqué dans mes vidéos sur les tueurs de masse qu'il y a trois catégories différentes. Et là vous allez le voir qu'en fait il y a eu comme deux sortes d'attaques successives. Et donc dans un sens on peut dire que Anders Breivik est à la fois un set and run killer mais aussi un pseudo commando. Donc ça vous montre bien ce que je vous disais dans la vidéo du fait qu'en fait ces catégories là sont assez glissantes. Il peut y avoir vraiment des chevauchements. Et je trouve que c'est un très très bon exemple. D'ailleurs, moi dans mes cours de criminaux, on a parlé de Anders Breivik, un de mes profs en a parlé en le désignant comme un spree killer. Donc ça c'est quelque chose, une définition avec laquelle je suis pas forcément d'accord parce que je sais pas si vous visualisez ce qu'est le spree killer. En fait, en général dans les homicides multiples, on dit qu'il y a à la fois les serial killers, les mass murderers, donc les tueurs de masse, et les spree killers qui sont un peu genre une sorte d'entre-deux. Et bon, personnellement je suis pas forcément d'accord avec le fait de dire que Anders Breivik est un spree killer, mais je pense que du coup ça vous montre bien qu'en fait c'est assez difficile de le classer dans quelques cases que ce soit. D'ailleurs, enfin je suis pas forcément toujours très pour le fait de mettre des étiquettes sur les personnes. Et là je trouve que c'est vraiment la preuve parfaite du fait qu'en fait il y a finalement jamais de cas qui rentrent bien pile dans les cases. Et d'ailleurs moi je vais en parler comme d'un tueur de masse dans cette vidéo, mais vous allez voir, je vais vous en parler un petit peu. La définition est assez trouble dans ce cas puisque la limite est un peu floue entre tueur de masse, terroriste ou encore un autre type de tueur. Donc ça fluctue un petit peu en fonction des définitions qu'on accepte ou pas. Moi j'en parle comme d'un tueur de masse, mais je préfère vous prévenir, c'est pas forcément une valeur universelle pour tout le monde. Tout le monde ne va pas forcément le considérer comme moi je le considère. Anders Breivik est né le 13 février 1979, sa mère était infirmière ou aide-soignante et son père était un diplomate qui travaillait pour l'ambassade de Norvège et du coup il a vécu dans différents endroits, d'abord à Londres en Angleterre et ensuite en France à Paris. Et Anders a donc grandi, il a vécu sa toute première année à Londres avec ses parents et quand il avait à peu près 1 an, ses parents se sont séparés, ils ont divorcé. Et donc Anders est reparti en Norvège avec sa mère. Son père s'est vraiment beaucoup battu pour essayer d'obtenir sa garde, mais il n'a pas pu l'avoir, donc voilà, ça s'est passé comme ça. Lorsqu'il avait 4 ans, il y a 2 rapports qui ont été remplis par des experts concernant des inquiétudes à propos de la santé mentale de Anders Breivik et qui suggéraient qu'il soit retiré à sa mère. Déjà, selon un des psychiatres, le sourire de l'enfant était très particulier parce que c'était pas un sourire qui avait un rapport avec ses émotions, en lien avec ses affects. Donc en gros, il souriait pas quand il était heureux, mais c'était un espèce de sourire
social qu'il avait complètement appris. Donc en gros, il savait à quel moment les personnes s'attendaient à ce qu'il sourie et donc il le faisait. Mais en vrai, ça avait zéro rapport avec le fait qu'il soit content ou pas, c'était plus pour être en interaction avec les autres. Donc ça, les psychiatres avaient remarqué que c'était pas du tout normal. Et dans les rapports qui avaient été rédigés par des psychologues du SSBU, c'est-à-dire le Centre psychiatrique pour les enfants et les jeunes en Norvège, il y avait vraiment plusieurs inquiétudes par rapport à la mère. Parce qu'on disait qu'elle sexualisait Anders, aussi elle le frappait et parfois elle lui disait qu'elle voulait le voir mort. La mère d'Enders, donc Wenche Bering, elle a été décrite par les psychologues de l'époque comme une femme à l'éducation extrêmement difficile, à la structure de personnalité limite et à une dépression englobante, bien que partiellement visible, qui projette ses fantasmes agressifs et sexuels primitifs sur son fils. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que le psychologue qui a rédigé ce rapport-là, il a été par la suite empêché de témoigner au tribunal par la mère de Anders, qui elle-même n'a pas pu se présenter au tribunal pour des raisons de santé, et donc finalement je crois que c'en est resté là, et elle a gardé la garde de son fils. Et plus tard, Anders Breivik lui-même va complètement critiquer l'éducation qu'il a reçue de la part de ses deux parents en déclarant « Je n'approuve pas l'éducation matriarcale et supralibérale qui m'a été donnée, qui manquait de discipline et a contribué à me féminiser à un certain degré. » Arrivé à l'adolescence, Anders est un peu décrit comme un rebelle, puisque très jeune, entre ses 11 et 15 ans, il me semble, il commence une carrière très prolifique de tagger, et puis il s'inscrit un petit peu dans la communauté hip-hop de Oslo, et d'ailleurs il va souvent se faire arrêter en train de taguer des murs, donc il va avoir souvent des démêlés, on va dire, avec la police. Mais bon, rien d'extrêmement grave. Et les services sociaux, les services liés à l'enfance ne vont être finalement avertis qu'une seule fois au cours de toute cette période-là. En 1995, il faut noter une véritable rupture des liens entre Anders et son père, mais là, la version des faits va énormément varier selon les sources, puisque selon la mère de Anders, c'est le père qui a décidé de complètement couper les ponts avec son fils suite à une de ses énièmes arrestations. Tandis que, selon le père, eh bien c'est Anders lui-même qui a décidé de totalement arrêter de parler à son père. Donc on ne sait pas forcément quelle version est la bonne. Moi personnellement j'ai ma petite conviction, mais bon, en tout cas voilà, on ne sait pas exactement, tout ce qu'on sait c'est juste qu'ils arrêtent totalement de se parler. D'un autre côté, à l'école, Anders va être perçu par ses camarades comme quelqu'un de extrêmement intelligent, mais aussi beaucoup plus fort physiquement que tous les autres et qui a beaucoup tendance à s'occuper et à protéger ceux qui se font harceler. Donc ça n'a absolument rien à voir avec le genre d'enfance dont j'ai pu vous parler dans la vidéo sur les tueurs de masse. Enfin, c'est pas l'image qu'on se fait de quelqu'un qui va devenir un tueur de masse, puisque au contraire, lui il avait plus tendance à, je pense, être un peu dans le top et à s'occuper des autres, à les protéger. Donc il n'y a pas du tout toute cette dimension de harcèlement, de dénigrement, comme j'ai pu vous en parler, qui pourrait un petit peu faire s'amasser beaucoup de rancœur contre la société. Et à partir de l'adolescence, Anders va commencer à faire de la musculation vraiment intensive et à prendre des stéroïdes. Et c'est un jeune homme qui a l'air apparemment quand même très préoccupé par son apparence physique, puisqu'il va avoir recours à plusieurs reprises à de la chirurgie esthétique pour son visage. Il me semble qu'il se fait refaire le menton, le nez, le front, et c'est des opérations dont il est vraiment très satisfait. Il en parle autour de lui et il est très content de l'avoir fait. Alors il me semble quand même avoir vu que, notamment je crois pour l'opération du nez, ça faisait suite à une sorte de bagarre à la sortie d'une boîte ou quelque chose comme ça, donc peut-être qu'il n'avait pas forcément prévu de se faire refaire le nez, mais on sait en tout cas que c'est vraiment quelqu'un qui accordait quand même beaucoup d'importance à son physique. Bon, là je vous dis ça, je suis pas en train de dire que faire de la chirurgie esthétique c'est mal ou que ça veut dire que c'est forcément le symptôme d'un mal-être, parce que c'est absolument pas ce que je pense et je serais très mal placée d'ailleurs pour dire ce genre de choses. Mais tout ce que je voulais dire en fait, c'est surtout en fait vous parler de la musculation et des stéroïdes, puisque je vous le rappelle, Anders Breivik a utilisé les stéroïdes comme des psychotropes au moment de l'attaque, donc c'est un petit élément qui vient se rajouter un petit peu dans le tableau, mais évidemment que je parle pas du fait qu'il ait fait de la chirurgie comme si c'était quelque chose de mal ou quoi que ce soit, me faites surtout pas dire ça. À partir de ses 21 ans, Anders Breivik commence à travailler dans une entreprise dont le nom n'a pas été divulgué, mais en fait, on s'en fout, c'est pas important pour l'histoire. Il travaille dans le département du service client, et un de ses collègues va
le décrire donc plus tard, en disant que c'était vraiment un collègue hyper bien, très très gentil avec tout le monde, qui faisait un excellent travail. Mais quelqu'un qui était apparemment plus proche de lui, un de ses amis, a pu le décrire et à dire que en fait il avait plutôt tendance à avoir un ego très surdimensionné, on va dire, et qu'il était aussi très très facilement irritable quand il devait parler avec des personnes originaires soit du Moyen-Orient, soit de l'Asie du Sud. Breivik était assez présent sur internet, il participait à pas mal de forums, mais je pense que de manière très intelligente de sa part, il a fait très attention à ce qu'il disait. Et il a jamais tenu des propos vraiment trop extrêmes, il est resté assez modéré dans ses idées quand il s'exprimait, ce qui fait qu'on n'a jamais pu le repérer comme quelqu'un de vraiment radicalisé, on va dire. Et puis il s'est pas non plus rapproché de réseaux vraiment trop extrémistes ou terroristes, donc il a jamais fait part de ses plans de faire des attaques ou quoi que ce soit. Je pense qu'il a vraiment réussi à rester un petit peu sous les radars et c'était assez vraiment très très intelligent de sa part, je pense, puisque du coup on n'a vraiment jamais pu voir venir ce qu'il prévoyait. Et c'est pour ça que je vous parlais tout à l'heure du fait que pour moi en fait il est un petit peu à mi-chemin entre le tueur de masse et le terroriste, parce que pour très bref rappel, le tueur de masse, c'est quelqu'un qui va agir seul et puis qui agit parce qu'il a une véritable rancœur contre la société, parce qu'il a lui-même vécu des choses, des humiliations, tout ça. Alors qu'un terroriste, c'est quelqu'un qui va plus suivre une espèce d'idéologie et qui va agir dans un groupe de délinquants, de criminels, un vrai réseau. Et en fait, Anders, c'est un peu des deux, parce que d'un côté, il a agi totalement seul, mais de l'autre, lui, personnellement, il n'a pas vécu de discrimination ou de choses ou quoi que ce soit, mais il a vraiment adhéré à une espèce d'idéologie et il est allé très très loin dedans. Donc c'est pour ça que c'est vraiment très particulier avec ce personnage-là, parce que d'un côté, il a un parcours, on va dire, de tueur de masse, puisqu'il a agi complètement seul, mais d'un autre, il y a une véritable idéologie derrière, donc il est vraiment en fait à mi-chemin entre les deux. Alors ce qu'on voit aussi, c'est que Breivik, il a fait partie de pas mal de groupes et de communautés, je vais vous en citer quelques-uns. D'abord, il faisait partie du Parti du Progrès, qui est un parti de droite, on va dire, assez conservateur, qui est quand même modéré, mais quand même plutôt conservateur. Il était aussi en lien avec la Ligue de défense anglaise. Alors ça, c'est un mouvement anglais, du coup, qui est, lui, carrément plus à l'extrême droite, mais qui faisait pas partie de son pays. Donc c'était en lien seulement sur Internet. Et il échangeait avec des personnes qui faisaient partie de cette ligue-là. Il ferait aussi peut-être partie, ou aurait fait partie, des chevaliers templiers, ou les chevaliers du temple. Alors ça, c'est quelque chose dont il a souvent parlé, lui. C'est une sorte d'organisation un peu secrète qui a réellement existé, mais qui est censée avoir été dissoute depuis très longtemps. Et écoutez, on ne sait pas. Lui, il en a parlé, la police, personne n'a réussi à trouver de preuves concrètes comme quoi cet ordre-là existerait encore. Mais je sais pas si c'est un peu associé à un fantasme qu'il avait des chevaliers templiers ou si réellement il y a encore des petits groupuscules qui existent un peu partout en Europe. Ça m'étonnerait pas forcément qu'il y ait quand même des personnes qui continuent à fantasmer un petit peu ce genre d'histoire-là, et même si c'est plus une grosse organisation comme ça a pu l'être, ça m'étonnerait pas totalement que ça existe, mais en tout cas, voilà, la police n'a absolument rien trouvé qui puisse corroborer l'existence de cette structure-là. Et puis, il faisait partie des francs-maçons, et ça, c'est plié, c'est sûr et certain, mais il n'y a pas grand-chose à en dire parce que je pense qu'il en a fait partie, mais il n'était pas non plus énormément impliqué dans ces pratiques-là. Donc voilà, et il en faisait officiellement partie, il était rentré dans le groupe, mais je crois qu'il y est allé vraiment très très peu de fois en plusieurs années. Et puis Anders va aussi rédiger pas mal de billets sur un site qui s'appelle document.no, donc un site norvégien, dans lequel il va un petit peu plus s'exprimer sur ses positions, sur son idéologie à lui, et qui, pour vous résumer, c'est principalement très hostile à l'islam et par contre du soutien à Israël. Et sur ce site, il va se rapprocher d'autres membres avec un petit peu l'espoir de fonder son propre mouvement qui serait inspiré du Tea Party Movement, qui est donc un mouvement politique contestataire aux États-Unis.
Et donc il va parler de ça avec d'autres membres qui avaient l'air, je pense, assez chaud pour faire ça avec lui, mais finalement qui vont vite se rendre compte que lui qui avait dit qu'il avait des contacts par-ci par-là ne les avait pas, et donc finalement vont un peu le laisser tomber et ça n'ira pas plus loin. Si je vous raconte tout ça, c'est parce que je trouve que ça montre en fait un petit peu déjà les idées politiques et idéologiques de Anders Breivik, mais surtout je pense que ça nous indique bien qu'il avait en fait envie de faire partie d'une communauté, d'un genre de groupe qui partagerait un peu le même style de valeurs et d'idées que lui. Et peut-être même, alors ça c'est mes suppositions à moi, mais j'ai un peu l'impression qu'il avait envie d'avoir un statut particulier au sein de cette communauté-là, donc pourquoi pas d'être un fondateur ou un leader de quelque chose, d'un mouvement. Et j'ai l'impression que comme ça n'a pas vraiment fonctionné, comme ça n'a pas marché, c'est peut-être à ce moment-là finalement qu'il a décidé de se détourner de tout ça et de faire les choses un peu dans son coin, à sa manière à lui. Mais je sais pas, enfin moi j'ai un peu l'impression que ça s'est passé comme ça, c'est-à-dire qu'il a essayé de monter quelque chose un peu politique avec d'autres personnes, et comme ces personnes-là finalement n'ont pas été assez intéressés, ou peut-être qu'il se disait que les gens de son parti d'extrême droite n'allaient pas assez loin dans leurs idées et que lui il avait envie d'en faire plus, bah finalement il a décidé de tout faire par lui-même. En tout cas, une chose est sûre, c'est que ces attaques elles étaient planifiées de vraiment longue date, puisque en 2002, alors qu'il avait seulement 23 ans, Anders Breivik a fondé une espèce de société informatique de programmation. Et cette société, il a réussi, entre guillemets, à la faire assez bien fonctionner, puisque à un moment, ils avaient carrément 6 employés, ça marchait assez bien, disons qu'il a réussi à faire un certain chiffre d'affaires, et lui, il a dit qu'il a même pu mettre de l'argent de côté sur des comptes offshore, donc c'est quelque chose qui a certainement bien fonctionné, et lui il dit qu'à partir du moment où il a fondé cette société, c'était déjà dans le but de récolter de l'argent pour financer ensuite les attaques qu'il allait perpétrer. Donc ça remonterait à quand même très très loin, et il y aurait eu énormément d'années de planification avant de son passage à l'acte. Mais bon, finalement, cette société, elle a fini par faire faillite, et Anders a du tout liquidé et retourné vivre chez sa mère pour faire des économies. Donc à ce moment-là, il y a pas mal d'experts qui pensent que c'est un peu le moment charnière où en fait son état mental et moral se serait vraiment dégradé, et ça aurait entraîné la suite des événements. D'ailleurs, à ce moment-là, on va voir plusieurs périodes de passage à vide un petit peu où Anders ne fait plus grand-chose, il sort plus de chez lui et il passe énormément d'heures sur son ordinateur à jouer à des jeux vidéo. Je dis pas que c'est forcément négatif, mais je pense que arrivé à un certain stade, ça avait l'air d'être une genre d'addiction pour lui, et donc c'est probablement sûrement le signe d'un mal-être qu'il y avait chez lui, parce que je pense que quand on passe 15 à 20 heures par jour sur son ordinateur à jouer aux jeux vidéo, au bout d'un moment, c'est qu'il y a peut-être quand même quelque chose. En tout cas, ça a forcément dû un peu le désociabiliser, le déconnecter de la vie. Donc peut-être que c'est un peu un des symptômes de son mal-être à ce moment-là. Je dis pas que c'est les jeux vidéo qui l'ont rendu violent, mais je pense que c'est peut-être juste, ça fait partie du cadre de quelqu'un qui allait pas forcément très bien. En mai 2009, il fonde une sorte de ferme qu'il nomme la Breivik Geofarm pour officiellement cultiver des légumes. Et la même année, il va aussi partir à Prague dans le but de se procurer des armes de manière illégale, ce qui ne va pas marcher, donc finalement il va décider de rentrer en Norvège et de se procurer des armes par le biais légal. Et comme je vous l'avais dit dans la vidéo sur les tueurs de masse, la grosse majorité des attaques sont en fait faites avec des armes que les personnes se sont procurées de manière légale. Donc là, ce que Anders a fait, c'est qu'il est retourné en Norvège et il a réussi à obtenir un pistolet semi-automatique, un Glock, en s'inscrivant à un club de tir, et puis un fusil semi-automatique en achetant un permis de chasse. Dans un manifeste qu'il a rédigé, il a d'ailleurs expliqué vraiment très très en détail comment il s'est procuré ses armes, comment il a fait, et puis tout ce parcours-là. Et puis aussi il explique qu'il a passé beaucoup de temps à jouer, à s'entraîner sur son ordinateur, à tirer pour se perfectionner sur le jeu Call of Duty. C'est un jeu de guerre, donc de tir à la première personne, de guerre, que je connais franchement pas très bien, donc je pourrais pas trop vous en parler. J'imagine que du coup ça doit être un jeu assez réaliste pour qu'il ait pu s'entraîner avec des armes similaires à celles qu'il avait achetées.
Et en 2001, Breivik va déménager sur le site de sa ferme qu'il utilise en fait comme une couverture pour pouvoir se procurer plein de produits chimiques en très très grosse quantité pour pouvoir fabriquer les explosifs qu'il va pouvoir utiliser après. Donc comme il avait sa ferme et que c'est, j'imagine, des sortes d'engrais et de choses comme ça éveillait pas forcément de suspicion qu'il en achète en grosse quantité. Et il va d'ailleurs faire des essais tout à fait concluants le 13 juin 2011, c'est-à-dire un mois et demi à peu près avant la véritable attaque qu'il va mener. Et bon, les fermiers qui vivaient aux alentours, ils avaient forcément remarqué Breivik qui arrivait, et ils ont dit que quand ils l'ont vu, ce qu'ils se sont dit, c'est que c'était un jeune gars qui avait des t-shirts beaucoup trop chers et qui connaissait absolument rien à la vie de fermier. Mais voilà, ils ne se sont pas forcément posé plus de questions que ça. Ils ont aussi relevé qu'il avait masqué toutes les fenêtres de sa ferme, donc on ne pouvait pas voir ce qui se passait dedans. Mais je pense qu'ils ne se sont pas plus posé de questions que ça. Ils ont dû se dire que c'était juste un pauvre gars qui voulait vivre une vie de hippie et voilà. Mais en tout cas, ils avaient remarqué le fait que clairement, c'était pas un fermier dans l'âme et qu'il venait pas sur place pour faire ce genre d'activité-là. Et puis Anders Breivik se rendait aussi régulièrement dans un bar à côté de sa ferme, du coup, qui était tenu par un... En fait, le gérant de ce bar, il avait fait un autre métier avant et il était... comment on appelle ça? Enfin, il était profiler et il analysait les comportements, les gestes des gens à l'aéroport d'Oslo avant. Donc il était habitué en fait à regarder les gens et à détecter s'il y avait des gens qui avaient des comportements un peu suspicieux, on va dire, à l'aéroport. Et donc il a vu plusieurs fois Anders Breivik qui s'est rendu à son bar et il a absolument jamais repéré quoi que ce soit d'anormal chez lui. Donc je pense que Anders était vraiment très très doué pour bien masquer ce qu'il préparait derrière dans sa ferme. 6 heures avant les attaques, Anders Breivik a publié une vidéo sur YouTube dans laquelle on le voyait en train de porter une tenue de sport, enfin vous savez, un espèce de maillot très près du corps, un peu thermique. Il avait son fusil et il s'adressait aux conservateurs et il leur disait d'embrasser le martyr. Et puis il a à nouveau parlé de toute son idéologie, donc il présentait l'islam comme un cheval de Troie et il encourageait vraiment la violence contre les musulmans et les marxistes dans toute l'Europe. Et il poste aussi une photo de lui avec une sorte de tenue de templier avec plein de médailles. Et puis 1 heure et demie avant le début des attaques, il va envoyer son manifeste à peu près 1000 adresses mail. Alors le manifeste, c'est un énorme document de 1518 pages qu'il a intitulé Le Manifesto 2083, une déclaration d'indépendance européenne, qu'il a signé sous le nom de Andrew Berwick. C'est genre une sorte de version anglaise de son nom. Et dans ce manifeste, donc, il explique que ça fait 9 ans qu'il travaille dessus. Et puis en fait le contenu du manifeste, si vous voulez, c'est énormément de citations de choses qu'il n'a pas écrites lui, donc qu'il a allé piocher un peu partout et qu'il a comme réorganisé. Mais il y a aussi certaines parties, comme je vous le disais tout à l'heure, où il va vraiment décrire lui son parcours et comment il a fait certaines choses, comment il s'est procuré des armes, comment il a construit ses bombes, etc. Et évidemment ce manifeste, c'est vraiment quelque chose d'énorme qui va retranscrire toutes les pensées, tout le contenu de l'idéologie de Anders Breivik. C'est plein d'idées d'extrême droite, nationalistes, racistes, islamophobes, contre les féministes, etc., etc. Plus tard, ce manifeste, il a évidemment été étudié par des personnes et on a découvert aussi apparemment des sortes de codes cachés à l'intérieur qui indiquaient des coordonnées GPS de certains endroits un peu partout en Europe. Donc on pense que c'est vraiment des sortes d'indications qu'il avait essayé de distiller pour que d'autres personnes perpètrent d'autres attaques à ces endroits-là. Ensuite, vers 15 h, une caméra de surveillance le filme en train de garer sa camionnette remplie de près de 950 kg d'explosifs juste devant un bâtiment du gouvernement à Oslo. Et puis il sort de la voiture et on le voit s'éloigner. Et la bombe explose un petit peu après à 15h25. Elle fait 8 morts et de très nombreux blessés.
Pendant ce temps, Breivik est déjà en direction de l'île d'Utøya où a lieu un rassemblement de jeunes du parti travailliste norvégien. Et quand il arrive sur l'île, à peu près un peu moins de 2 heures après l'explosion de la bombe, à 17h07 très précisément, il va se faire passer pour un policier et il commence à ouvrir le feu sur toutes les personnes qu'il croise et ça va durer 1h30. Honnêtement, les récits des survivants sont absolument terribles, c'est inimaginable. J'arrive même pas à me dire à quel point le temps a dû paraître long à toutes ces personnes et c'était absolument horrible parce que Breivik a vraiment eu le temps de faire le tour de l'île, de même revenir sur ses pas, de tirer sur absolument tout le monde. Il y avait des gens qui cherchaient à se cacher, il y a des gens qui ont sauté à l'eau, qui ont essayé de nager pour s'éloigner de l'île, il y a des gens qui se mettaient même au sol et qui faisaient semblant d'être déjà morts, mais lui il prenait vraiment le temps, dès qu'il voyait quelqu'un, de vivant ou de mort, de retirer dessus. Donc même les personnes qui pouvaient faire semblant d'avoir déjà été touchées, il leur tirait dessus. Enfin, ça a l'air d'être vraiment, mais c'est absolument effroyable quand on pense à ce qu'ils ont dû vivre. C'est... Bref, j'ai pas forcément envie d'entrer trop dans les détails à propos de tout ça. Et donc en tout sur l'île, Breivik a tué 69 personnes. Il faut aussi noter que alors même qu'il était en train de tirer sur des gens à 2 reprises, à 18h01 et à 18h26, Anders Breivik a appelé le 112, qui est le numéro d'urgence en Norvège. Probablement, j'imagine, pour alerter la police, pour se dénoncer lui-même, et il a raccroché les 2 fois. Quand la police est arrivée sur l'île à 18h34, Anders Breivik s'est rendu très calmement et cette journée d'horreur a enfin pu un petit peu se clôturer, s'arrêter là. En tout, cette journée du 22 juillet 2011, Anders Breivik a tué 77 personnes et blessé 151 autres. Alors ensuite on va passer au procès puisque c'est très intéressant, il y a eu un gros débat sur la santé mentale de Anders Breivik puisque la question cruciale en fait c'était de savoir pouvoir déterminer si Anders Breivik était ou non responsable de ses actes au moment de l'attaque. Une première évaluation d'un psychiatre a donné un diagnostic de psychose de type schizophrénie avec un délire paranoïde à la fois au moment de l'attaque mais aussi au moment de l'évaluation et ça s'appuyait sur plusieurs éléments qui étaient donc une observation d'un sentiment d'altération de la réalité et des affects perturbés type absence d'empathie. Et selon le rapport, en fait, le suspect, l'accusé, s'exprimait de manière incohérente et il faisait énormément de nombreux néologismes, c'est-à-dire il fabriquait des mots qui n'existent pas et il évoluait dans un monde mental qui était bizarre et grandiloquent dans lequel il se percevait comme un chevalier devant sauver l'Europe. Alors ça, effectivement, ça fait quand même beaucoup d'éléments qui font penser à un gros délire psychotique, mais le souci de ce genre de diagnostic-là, c'est que du coup, on pouvait pas condamner Breivik, on pouvait pas le faire passer en procès, puisque du coup, en fait, on le déclarait totalement irresponsable de ses actes pour cause d'aliénation mentale, pour cause de psychose. Et ce qui faisait qu'en fait, on pouvait pas faire de procès, il devait automatiquement partir dans un établissement psychiatrique pour y être pris en charge, soigné entre guillemets, mais voilà, on devait tout annuler et on n'aurait pas pu faire de procès. Donc il y a vraiment eu une grosse pression de la part de l'opinion publique pour avoir une seconde évaluation, pour essayer d'en savoir un petit peu plus sur est-ce que réellement Breivik pouvait être jugé, considéré comme non responsable de ses actes. Donc il y a une deuxième évaluation qui a été faite vraiment juste avant le procès et évidemment ça plaisait pas du tout aux avocats de Breivik, ça les arrangeait pas puisque du coup ils pouvaient peut-être éventuellement devenir condamnables
Par contre, Anders Breivik, lui, il avait très envie de repasser cette deuxième évaluation et il a dit lui-même en fait qu'il voulait vraiment pas qu'on dise de lui que c'était un fou. D'ailleurs, il avait même déclaré que ça aurait été la plus grande humiliation que d'être envoyé en hôpital psychiatrique. Ça aurait été une décision bien plus sadique que de le tuer. Donc la deuxième évaluation qui a été faite était très différente de la première, puisque selon cette évaluation, il n'y avait pas de troubles psychotiques, ni lors de l'attaque, ni au moment de l'évaluation. Il y avait plutôt des sortes de gros troubles de la personnalité, donc ce qu'on appelle des troubles de la personnalité antisociale et de la personnalité narcissique. Et en général, vous l'avez peut-être déjà remarqué dans certaines vidéos, quand on a ces deux troubles de la personnalité dans un diagnostic, c'est aujourd'hui les termes qu'on utilise pour plus ou moins parler de quelqu'un de psychopathe. Puisque en psychologie, en psychiatrie, aujourd'hui on ne parle plus, on ne pose pas un diagnostic de psychopathie. Mais par contre, généralement, quand on a trouble de la personnalité antisociale et trouble de la personnalité narcissique ensemble, ça s'en rapproche énormément, on va dire. Il y a aussi le professeur Malt qui a témoigné et qui lui a dit que pour lui, Anders Breivik avait à la fois un syndrome de l'Asperger, un syndrome de la Tourette, un trouble de la personnalité narcissique et aussi un délire paranoïaque. Mais en tout cas, tout le monde est tombé d'accord sur le fait qu'il n'y avait pas de psychose et que du coup Anders Breivik était pas fou et qu'il était totalement responsable de ses actes, conscient de ce qu'il faisait au moment de l'attaque. Personnellement, je suis très contente qu'il y ait eu cette deuxième évaluation qui a été faite. Je suis totalement d'accord avec ce genre de diagnostic-là. Pour moi, bien sûr, j'ai pas rencontré Anders Breivik, mais de ce que j'en ai lu, de ce que j'ai vu, je peux pas croire qu'on puisse dire de lui que c'est quelqu'un de psychotique parce que clairement, pour avoir prévu ces attaques-là depuis autant de temps, avoir tout réfléchi dans les moindres détails, c'est pas quelqu'un qui est totalement déconnecté de la réalité. Il a été capable d'être tellement discret, de faire ça d'une manière qui a surpris tout le monde parce qu'on l'avait vraiment pas vu venir, parce que il a vraiment bien anticipé, mais pendant des années et des années, que pour moi c'est absolument impossible. Quelqu'un de psychotique se serait pas rendu compte qui parlait de ça aux autres, ou il aurait pas réussi à tout aussi bien préparer, à être aussi minutieux. Donc personnellement, je suis vraiment très contente qu'on l'ait reconnu comme responsable de ses actes et qu'il ait pu passer en jugement. Lors du procès, Anders a eu pas mal de comportements assez bizarres et déplacés qui ont fait qu'il s'est beaucoup fait remarquer. Déjà à la toute première audience, quand il est rentré dans la salle, il est arrivé avec son poing levé comme ça. Alors, c'est matière à débat apparemment sur internet, puisque pour certains c'est un signe de l'extrême droite, pour d'autres non. En tout cas, personnellement, je pense que quand on rentre dans une pièce avec son poing brandi comme ça, c'est qu'on assume clairement ce qu'on a fait. C'est une sorte de revendication, qu'elle soit d'extrême droite ou pas, j'en sais rien. Mais clairement, en tout cas, déjà, je trouve que c'était une bonne grosse provocation de rentrer dans la salle d'audience comme ça. Ensuite, plus tard, à un autre moment, on l'a vu complètement fondre en larmes quand ils ont passé la vidéo qu'il avait postée sur internet où il parlait de ses revendications. Il y a des moments où il était très provoquant, il y a des moments où il était plutôt souriant, il y a des moments au contraire où il était plutôt, il baissait les yeux, il faisait profil bas, il essayait d'esquiver les regards des victimes, des survivants. Donc il y a vraiment des comportements un peu déconcertants, j'imagine, pour les personnes qui ont suivi ça. Moi personnellement à l'époque j'avais pas forcément trop suivi l'histoire du procès, mais j'imagine qu'en Norvège ça devait quand même être quelque chose de très suivi par beaucoup de monde et qui attendait vraiment un peu le dénouement de ce procès là, parce qu'il y a quand même un certain nombre de rebondissements, on va dire, dus à ces comportements là. Finalement, le 24 août 2012, Breivik est reconnu coupable et condamné à la peine indéterminée, et ça c'est la peine maximale qu'on peut avoir en Norvège. Donc la peine indéterminée, en gros, c'est 21 ans d'emprisonnement qui sont éventuellement prolongeables par tranche de 5 ans si on estime que le détenu est toujours dangereux. Donc 21 années d'emprisonnement, et puis au bout de ça, on évalue sa dangerosité et on voit si on reconduit de 5 ans en 5 ans, en 5 ans, etc. Si jamais il est toujours dangereux. Et puis ça c'est donc la peine comme elle est, mais il y a 10 années, 10 ans de peine incompressible. C'est-à-dire que techniquement, puisqu'il a été condamné en 2012, mais qu'il était déjà en prison depuis 2011, je pense que ça veut dire qu'à partir de 2021 ou 2022, je ne sais pas exactement comment ils vont compter, Anders Breivik est en droit de demander une libération.
Alors là, j'imagine déjà un peu les têtes que vous devez faire derrière vos écrans parce que je sais très bien qu'autour de moi, j'entends souvent parler du fait que les peines en France sont pas assez lourdes, etc. Bah, sachez qu'en fait, en France, on fait partie des pays, je pense, les plus stricts de toute l'Europe. Mais finalement, bon, la perpétuité n'existe nulle part en Europe, c'est pas possible. Et ouais, finalement, en fait, parfois on condamne des personnes, mais en tout cas dans le cas d'Anders Breivik en Norvège, quand je vois que c'est seulement 10 ans de peine incompressible avec possibilité de demande de libération au bout de 10 ans alors qu'il a fait 77 victimes, je trouve que finalement en France on n'est pas si laxiste que ça. Enfin, après, bon, c'est un peu, là je parle de manière totalement émotionnelle, mais je sais qu'on a eu ces débats récemment sur plusieurs cas, notamment le cas de Jean-Claude Roman. Voilà, là c'est vraiment mon émotionnel qui parle. Je pense vraiment pas qu'Anders Breivik pourra sortir au bout de 10 ans, hein, donc dans quelques années. Mais en tout cas, à partir de quand il aura fait ses 21 ans de peine et qu'il aura tout purgé, il sera vraiment potentiellement libérable. Et selon les personnes qui l'évalueront, et selon aussi son intelligence, s'il est capable ou pas de se montrer plus ou moins possiblement réinsérable, on va dire, peut-être probablement qu'il finira par sortir. Bref, tout ça pour dire que à l'annonce de ce verdict-là, Anders Breivik a conclu son procès en présentant des excuses, mais en fait un peu spécial puisqu'il a présenté ses excuses aux militants nationalistes pour ne pas avoir exécuté davantage de personnes. Et puis maintenant, depuis son incarcération, Anders Breivik, il a fait de nombreuses revendications quant aux conditions de sa détention qu'il compare à de la torture. D'ailleurs, il a menacé d'entamer une grève de la faim à un moment s'il n'obtenait pas une PlayStation 3 et une chaise avec un dossier plus confortable. J'ai vu ça qui a été mentionné dans pas mal de sources que j'ai lues, mais j'ai pas vu de suite à ça, donc j'imagine que bon, il a pas dû faire sa grève de la faim et je pense pas non plus que le gouvernement ni la prison n'ait accédé à ce genre de requêtes-là, mais bon, bref. Et par contre, Breivik a fini par attaquer l'État de Norvège en justice pour des conditions de détention inhumaines. Et c'est un procès qu'il a gagné le 20 avril 2016, puisque ça faisait 5 années qu'il était en isolement. Mais ensuite, il y a une procédure d'appel qui a été faite, évidemment, qui a déterminé tout début 2017 que l'isolement n'était pas en contradiction, n'était pas une violation des droits de l'homme. Et la Cour suprême norvégienne a ensuite refusé d'examiner l'appel en cassation, donc le jugement est comme définitif. Puisque donc du coup j'ai cru comprendre avec ça que la Norvège fonctionne à peu près comme la France. Vous avez d'abord le procès, à l'issue duquel il y a forcément une décision qui est prise, soit pour l'accusation, soit pour l'accusé, que les deux parties peuvent décider de partir en appel si cette décision ne leur convient pas, c'est ce qui a été fait là. Et si la décision de la cour d'appel ne correspond toujours pas à l'un ou à l'autre, on a encore la possibilité de partir en cassation. Donc en gros là c'est ça, c'est l'État qui était d'abord reconnu coupable de conditions inhumaines sur Anders Breivik, qui fait appel. Finalement la cour d'appel dit bah non en fait c'était pas, ça viole pas les droits de l'homme donc finalement on annule tout. Et la Cour de cassation a refusé de reprendre le dossier, c'est-à-dire que finalement la décision de la Cour d'appel était le truc définitif. Et là donc l'avocat d'Anders Breivik lui a dit qu'il allait carrément saisir la Cour européenne des droits de l'homme qui, si vous voulez, comme on fonctionne aujourd'hui à l'échelle vraiment européenne, la Cour européenne des droits de l'homme, elle va supplanter carrément les lois, la législation nationale. Donc si quelque chose est décrété par l'Union européenne, les pays sont obligés de s'y plier. Donc on verra bien, j'imagine que c'est pas encore... la décision n'a certainement pas encore été rendue puisque j'ai pas trouvé à ce niveau-là. Ça doit prendre pas mal de temps, on verra bien ce qui sera décidé ou pas par rapport à tout ça. Et donc pour vous donner quelques dernières nouvelles à propos de Anders Breivik, ça fait à peu près un peu moins de 2 ans qu'il a fait une demande officielle pour changer de nom. Donc aujourd'hui officiellement il ne s'appelle plus Anders Breivik mais Fjotolf Hansen. Désolée pour la prononciation.
Et voilà, je ne sais pas forcément plus que ça sur ce qu'il devient aujourd'hui. Je pense que c'est quelque chose qu'il va vraiment falloir suivre dans les prochaines années, puisque comme je vous le dis, à partir de 2021-2022, je pense qu'il aura le droit de demander une libération, qui à mon avis ne lui sera certainement pas accordée, mais il aura le droit et je pense qu'il le fera, puisque de ce que j'ai cru comprendre, là depuis qu'il est emprisonné, il continue à être quand même très dans la revendication et il a voulu, je crois, écrire un livre ou des choses comme ça, et je pense qu'il continue vraiment à essayer de vouloir faire vivre son idéologie. Et j'ai également entendu dire, mais alors ça je sais pas si c'est vrai ou pas, il faudra revérifier, que l'auteur des attaques de Christchurch, vous savez, les attaques qui se sont passées il y a à peu près un mois en Nouvelle-Zélande, avait entretenu, je pense, une sorte de correspondance avec Anders Breivik, ou en tout cas il avait comme eu son approbation pour faire ces attaques, donc il y a peut-être un espèce de lien entre eux à explorer. Ça, ce sera sûrement quelque chose dont on aura un petit peu plus de nouvelles dans les mois et les années qui vont venir, donc si jamais il y a des nouvelles choses, je vous ferai des petites updates à propos de ça. Voilà, écoutez, je pense qu'on a à peu près fait le tour de ce cas sur Anders Breivik. J'espère que la vidéo vous a plu comme d'habitude. Si c'est le cas, n'oubliez pas de me mettre un petit pouce en l'air pour me le signifier et de vous abonner à ma chaîne si c'est pas encore fait. Moi je vous dis à très vite pour une prochaine histoire, je vous fais plein de gros bisous et en attendant, n'oubliez surtout pas de rallumer vos lumières. 1, 2, 3, 4.